Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Sarah. Coucou tout le monde. Et nous avons lu Vallée du Silicium d'Alain Damasio, paru aux éditions Seuil en 2024. Alain Damasio, moi j'en avais surtout entendu parler parce que autour de moi, il y a plein de gens qui ont lu un de ses livres cultes qui est La Horde du Contrevent. Toi, tu l'avais pas lu avant qu'on commence Alors avant que tu me proposes de faire le podcast sur Damasio, si du coup j'avais lu Vallée du Silicium à sa sortie même au printemps, Ouais. Mais c'est aussi la première fois que je lis Damasio. C'est un auteur de science-fiction, donc il a une 50aine d'années. Il y a un peu chez lui le mythe du mec qui s'enferme dans une bicoque dans la nature pour écrire. Donc il s'est enfermé dans le Vercors, puis dans la Corse, et là en ce moment il habite dans le Var, je crois. Donc il est vraiment très reclus. Il a d'abord écrit donc La Zone du Dehors, qui est un roman d'anticipation sur, disons, la société du contrôle. Et donc La Horde du Contrevent, qui est en fait vraiment son roman culte que tout le monde cite comme étant l'un des plus gros romans du XXIe siècle et l'un des plus gros romans de la science-fiction aujourd'hui. Il a aussi écrit plus récemment Les Furtifs, qui est aussi un roman d'anticipation, mais surtout sur le contrôle via les réseaux sociaux. Et puis bon, voilà, des articles, des essais. Il est un peu... donc, il a fait de la musique, comme j'ai pu le dire. Je crois qu'il fait du jeu vidéo aussi. Il aime aussi beaucoup le foot. Ouais. Il en a parlé assez longuement dans Bookmakers. Ouais, et on en reparlera de Bookmakers, mais parlons d'abord de La Vallée du Silicium. La Vallée du Silicium, en fait, c'est un peu une sorte de commande. Je pense qu'on pourrait le décrire là, comme ça quand même. Damasio, il a reçu une bourse de la part de la Villa Albertine. Et donc, c'est un programme de résidence mise en place donc par le gouvernement français depuis 2021 pour soutenir et diffuser la création française. Elle vient compléter la Villa Médicis, la Casa de Velasquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto. Et il se trouve que cet été, j'y suis allée à la Villa Albertine parce que j'étais en vacances à New York et ils ont une super librairie qui est sur la Fifth Avenue, donc dans l'Upper East Side. Donc si vous connaissez Gossip Girl, c'est là. Voilà. Est-ce que tu as écrit des chroniques de Manhattan? Putain, j'aurais dû. Mais malheureusement, personne m'a donné de bourse pour les écrire, donc bah non. Ils ont des bourses pour 15 disciplines différentes, pas seulement de la litté, mais aussi de la musique, du podcast, les arts visuels, etc., etc. C'est un partenariat, donc il y a le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, mais il y a aussi des partenariats privés, donc la Société Générale, AXA et la Fondation Bettencourt, par exemple. Pourquoi on a choisi ce livre? Déjà, c'était une demande de plusieurs auditeurs, notamment Stanislas, si tu passes par là, merci à toi. Aussi parce que moi, j'espérais un peu une bonne surprise, pour être très honnête. Vu que c'était le livre que je comptais lire pendant mes vacances et que c'est un auteur qui est vraiment plébiscité par plein d'amis à moi, je m'attendais un peu à lire un livre qui a été vraiment beaucoup discuté dans des médias que je suis, genre, je sais pas, Arte, France Culture, ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, marrant, on va faire une rentrée sympa, quoi. Bah ouais, totalement. Et puis, comme je disais, j'ai vraiment lu Vallée du Silicium avant qu'on se dise qu'on allait le faire en podcast. Et moi, j'ai lu parce que j'ai lu des critiques, mais vraiment dithyrambiques, de Vallée du Silicium dans Mediapart, dans Télérama. On l'entendait passer sur France Culture, un peu partout. Et du coup, moi, j'ai vraiment acheté à sa sortie en me disant, super, c'est une bonne occasion de lire Damasio, dont j'avais beaucoup entendu parler. Tout le monde en dit beaucoup de bien. La texte, c'est intéressant. Non, il est passé dans la grande librairie, il est passé dans le podcast d'Arte qui s'appelle Bookmakers, qui interviewe des auteurs sur leur processus d'écriture. Et d'ailleurs, toi, tu l'as écouté Ouais, moi, je l'ai écouté, c'était vraiment... Et c'est vraiment bien parce que du coup, dans le processus, j'avais lu Vallée du Silicium, comme vous le verrez après, qui m'a pas plu du tout. Et là, j'ai essayé de comprendre un peu comment ce qui expliquait que Damasio ait une telle portée médiatique ou dans la critique, en tout cas, de la technologie. Et donc, j'ai écouté ce podcast qui est dans un format que j'ai beaucoup aimé. C'est 3 heures de podcast, 3 épisodes d'1 heure, du coup, avec Damasio. Et en fait, l'objectif du podcast, c'est de comprendre, en fait, surtout le processus d'écriture et de création de ses livres. Et du coup, il revient assez longuement sur tous les pans de sa vie, de son enfance, de son rapport au foot, notamment, parce que c'est là qu'il en parle et qu'il en fait vraiment intéressant sur son rapport aux défis, à l'échec et donc aussi à l'écriture. Ouais, tout le podcast est vraiment, je recommande vachement. Et c'est ce podcast, en fait, qui m'a donné envie d'essayer d'approfondir. Et c'est pour ça que je suis allée lire après cet été La Zone du Dehors. On va uniquement parler de la Vallée du Silicium, mais voilà. En fait, oui, c'est ça. Moi, je partais avec un a priori plutôt positif. De un,
parce qu'il a fait le tour des popotes, parce que le diable travaille dur, mais l'attaché de presse d'Alain Damasio travaille encore plus dur. Et en plus de ça, il parle de sujets qui, moi, m'intéressent à titre personnel et puis professionnel. C'est qu'il parle d'innovation, de technologie et de réseaux sociaux par ailleurs. Et donc, je me suis dit, c'est sympa de lire un auteur de science-fiction parler de technologie. La structure du livre, donc comme je l'ai dit, c'est pas uniquement un livre de science-fiction, c'est 7 chroniques littéraires et puis ensuite il y a une nouvelle de science-fiction inspirée par les enseignements des chroniques littéraires précédentes. Donc on sent très bien le lien entre les chroniques et la nouvelle, surtout que la fin de la dernière chronique, il y a un petit côté un peu je suis désolée, les mots arrivent en anglais en ce moment, mais statement, tu vois, genre voilà pourquoi je fais de la science-fiction. Paf, il nous pond de la science-fiction et donc on a une préface un peu à cette nouvelle. Je propose qu'on résume rapidement les différentes chroniques parce qu'elles sont sur des sujets très différents finalement parce que la technologie c'est large. Le premier s'appelle Un seul anneau pour les gouverner tous, donc déjà une petite référence au Seigneur des Anneaux. Sur le ring d'Apple, le centre du monde, le techno-cocon et la réalité mixte. Donc c'est sur Apple. C'est sur Apple et c'est sur l'aspect religieux de la marque. Damasio donc arrive à San Francisco et donc va visiter la boutique Apple qui est attenante au QG. Dans lequel il peut pas entrer. Et donc, il raconte un peu son expérience dans la boutique. C'est marrant parce que il a rajouté, et ça se sent qu'il l'a rajouté genre 6 mois plus tard, une partie sur le casque en réalité virtuelle créé par Apple pour créer cette idée de techno-cocon, l'idée que de nos jours, le monde c'est trop dur et donc on va se réfugier dans des techno-cocons comme ce casque. Moi, c'est tout de suite cette chronique qui m'a un peu déçue. Enfin, ça a donné le ton pour la suite parce qu'en fait, il dit Apple c'est comme la religion. Et finalement, c'est tout, quoi. Et puis on comprend pas pourquoi, Ouais, c'est ça. Nous sommes un dimanche d'avril et puisqu'il n'y a rien à visiter dans la Silicon Valley, le jour du Seigneur, il va bien falloir aller à l'église. Oui, mais laquelle? Et pour célébrer quelle religion j'entends quelle marque? Et ensuite, page 12, il dit, bien sûr, la métaphore religieuse garde quelque chose d'un peu facile et d'un peu inexact puisqu'elle impliquerait une croyance partagée, une vraie spiritualité, là où ne règne que par des objets industriels, des interactions et des pratiques sérielles. Elle transcende cependant les continents et les cultures qui font qu'une Guyanaise sous son carpet swipe les mêmes applis avec les mêmes gestes fluides qu'un Tanzanien, une Indienne, un Ouzbek ou une Américaine dans sa chambre. Enfin, quel est le rapport avec la religion, en fait, Est-ce que la religion, c'est le concept, c'est que ça va influencer tout le monde à travers le monde? Alors, dans ce cas-là, on parle plus de religion, majoritaire, comme le christianisme ou l'islam, où voilà, ça atteint beaucoup de monde. Après, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je trouve qu'on trouve tout de suite, enfin, dès cette chronique, tout ce qu'on retrouve en fait dans tout le reste du livre, c'est-à-dire des jeux de mots tout pourris. Ouais. Dès les premières pages, on retrouve ce manque de rigueur un peu crucial, où du coup, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais où il affirme plein de choses sans aucune espèce de recherche ou d'études, alors que enfin ça peut être des thèses vraiment vraiment fortes. Ensuite, il annonce aussi un peu en filigrane son projet général qui est de se faire un peu créateur de sens. Donc il parle déjà de mythopoïèse à ce moment-là, il parle déjà de poésie avec toute cette de fascination aussi pour le monde technologique qui est vachement esthétisé. Mais du coup, la déception là en fait en annonce et d'ailleurs, j'avais une telle déception que j'ai écouté si vous voulez écouter quelque chose sur Apple et la religion et est-ce que Apple c'est une religion. Il y a un podcast qui s'appelle Sounds Like a Cult, donc c'est un podcast en anglais malheureusement, et ils ont fait un épisode sur The Cult of Apple, donc la secte d'Apple, et en fait de manière assez humoristique mais en même temps très profonde, elles arrivent vraiment bien à cerner pourquoi on a cette impression qu'Apple c'est comme une religion, et elles vont vraiment utiliser une grille de lecture très étroite, enfin très très cadrée pour répondre à cette idée reçue que Damasio exprime et que finalement il l'explore pas du tout. Non, il l'explore pas du tout. Et je pense que vraiment il est très premier degré sur ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et donc par exemple dans la deuxième chronique, c'est la ville aux voitures vides. Donc c'est sur les voitures autonomes, sur la voiture comme allégorie d'une époque, nos autonomies déléguées et la loi du moindre effort. Je pense que la thèse principale de cette chronique-là, c'est l'idée que les voitures
autonomes nous rendent plus paresseux et c'est pas bien. Je pense que c'est ça en fait la thèse, non? Oui, globalement, je sais pas si il a une thèse très claire, mais non, mais en fait, c'est les voitures autonomes, ça nous rend ça nous rend paresseux, ça nous éloigne des autres parce que du coup on n'est plus en contact avec les chauffeurs de taxi qui représentaient genre notre rapport à l'altérité. Et ensuite c'est une forme de domination de l'homme par la machine parce qu'en fait tout ce à quoi servent ces voitures c'est collecter nos datas et donc pour en entraîner de nouvelles et donc en fait on participe à ouais, et puis il y a une vraie ode à la voiture à l'ancienne, donc Thelma et Louise, les grands. Il y a une ode à la voiture manuelle qui est très française là pour le coup. Moi, j'ai pas mon permis, donc je suis déjà passive et paresseuse de base quand je suis dans une voiture. Et lui non plus a pas son permis d'ailleurs. Pardon? Non, alors il le dit en plus à un endroit parce que du coup le moment où il est avec, oui, en fait il dit un moment où il est avec, je sais plus c'est Grégory Renard ou Fred, je sais plus lequel de ses compagnons de voyage, c'est un moment qui conduit la voiture et du coup il parle de voiture et il dit ah c'est un comble, ça le surprend qu'un Français n'ait pas son permis. Et en plus, du coup, t'as tout ce passage où il y a un fantasme complètement abstrait et un peu vieux jeu, quoi, de la voiture comme ce qui te libère. Tu pars sur la route au loin avec ta grosse machine. Il fait preuve d'une forme de conservatisme qu'on comprend pas trop d'où ça vient, et d'autant plus qu'il est censé être super écolo. Et donc, pourquoi d'un coup ce mythe de la voiture toute puissante comme ça qui devrait venir réguler nos vies? Enfin, oui, d'ailleurs, à ce propos d'écologie, la troisième chronique, c'est sur la ligne de coupe, sur les frontières, le métaverse, le mouvement fixé des corps et les mots de passe. Et donc, son idée principale, c'est fondamentalement une grosse agacement face aux frontières et notamment le fait de passer la frontière pour aller aux États-Unis, qu'il compare au passage de checkpoint par les Palestiniens de Cisjordanie tous les jours en Israël. Bon, donc page 72, il dit « Je vais attaquer sans embâge. Passer une frontière aujourd'hui, même pour des touristes apparemment bienvenus, constitue une épreuve. Je ne veux pas comparer ça avec la situation des migrantes, ce serait obscène. » Ah oui, pardon, on l'a pas dit, on l'a pas précisé, mais Damasio, quand il utilise le pluriel de groupe, utilise le pluriel féminin. Donc, une chronique sur deux. Une chronique sur deux? Ouais. En fait, une chronique... On a lu le même livre. Alors, en fait, une chronique sur deux, il utilise un neutre masculin et une chronique sur deux, il utilise un neutre féminin pour les personnes. Donc voilà, là il parle de migrantes, c'est pas uniquement les femmes, c'est tout le monde, mais il fait preuve d'inclusion. Je ne veux pas comparer ça avec la situation des migrantes, ce serait obscène, tant la furie des frontières et la férocité civilisée des nantis que nous sommes tuent des êtres qui pourtant fuient. Et ensuite il dit, ne rien comparer non plus à Gaza, où l'on touche au stade terminal, celle de la migration forcée sans échappatoire possible, la déportation intérieure au cœur d'une prison à ciel fermé, où, assoiffés et écrasés par Tsahal, les Palestiniens fuient d'un coin à l'autre d'un camp urbain bombardé en continu, en espérant juste survivre. Pas de comparaison aucune, mais une raison immunitaire et sécuritaire commune cependant, pour qui sait décrypter, donc pour lui, parce qu'il le sait. Ce que font les États-Unis à la frontière mexicaine, ce que fait Israël en Cisjordanie, ce que fait Orban en Hongrie ou Meloni dans les ports italiens, pour ne prendre que quelques exemples, incarne la version incomplie, hystérique et fasciste du contrôle optimal des corps circulants que nous endurons pour notre part dans nos aéroports en mode placebo. Et donc il décrit toutes les épreuves qu'il y a pendant qu'on passe la sécurité à l'aéroport. Et c'est vrai que c'est pénible. Non, mais je suis pas contre. Néanmoins, si tu dis que tu vas pas comparer, bah ne compare pas alors en fait. C'est aussi simple que ça en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Donc ça, et puis en plus, ils font la réflexion dans quelque chose d'hyper mou où ils comparent à la fois le passage des frontières physiques avec un glissement aux frontières du coup créées par le monde numérique et du coup à nouveau ce truc de que ça t'éloigne de l'altérité, etc. Et donc globalement, on a quand même un propos assez creux, quoi. Et puis surtout, à la fin, il dit « Ah, mais c'est dommage parce qu'avec toutes ces épreuves, toutes ces frontières, les gens vont arrêter de voyager et c'est terrible. » Et ce qui est marrant aussi, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement écolo. Et bon, l'un des trucs un peu écolo à dire, c'est de plus prendre l'avion. Bon, bah, il est un peu en désaccord avec sa posture écolo, quoi, parce qu'il a genre « Ah, c'est dommage, les gens, ils peuvent plus prendre l'avion. » Le mec est un peu zadiste et tout, et donc c'est assez étonnant de le voir dire « Ah, bah non... laissez-moi ma bagnole et laissez-moi monter dans mon avion facilement. » Et donc, ouais, j'ai pas compris en fait, tout simplement. Chronique numéro 1, la boutique Apple. Chronique numéro 2, les voitures vides. Chronique numéro 3, le checkpoint à la sécurité.
Et ensuite, Love Me Tenderloin, sur le quartier de Tenderloin, les homeless, notre conjuration du lien et l'utopie qui couvre. C'est sur la pauvreté à San Francisco et notamment sur un truc qui est terrible aux États-Unis, c'est que, enfin, en San Francisco en particulier, qui est les sans domicile fixe. Je trouve que c'était limite la meilleure chronique. Ouais, parce qu'il parle pas de technologie. Parce qu'il parle pas de technologie et il parle d'humain et il y a pas, je sais pas. Et puis elle est assez courte en fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup à le lire et qu'il parle pas de technologie. Et du donc coup, c'est bon, tu vois. Et ensuite, on arrive sur celle que j'ai vraiment le moins aimée, c'est le problème à 4 corps sur l'avenir de notre santé, le corps, le décor et le raccord et quelques autres. Le problème à 4 corps est initié par une rencontre avec Arnaud Auger, un trentenaire. Arnaud a déjà vécu dans 19 lieux différents sur 4 continents. Il a été marié en Inde. Il se définit comme un gitan ontologique qui ferait un pied de nez à notre cogito cartésien. Foin de je pense donc je suis et feu sur je bouge donc je deviens. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il travaille dans un laboratoire d'innovation pour une banque française. Autrement dit, il traque, suit et acclimate les technologies intéressantes qui émergent pour les conseiller à des grands groupes. Et l'autre histoire, c'est que c'est un monsieur qui est ultra connecté, c'est-à-dire qu'il a une Apple Watch, il a une montre connectée, il a bague connectée, il a un truc qui monitore le glucose, comme les gens qui ont du diabète. Et attends, il y a un dernier truc qui connecte. Il a son smartphone et il a ses lunettes. Il a des lunettes Ray-Ban connectées. Donc c'est un monsieur qui, voilà, collecte énormément de données à propos de son corps. Et récemment, il a testé d'autres trucs, comme tester son microbiote. Et donc, le sujet de la chronique est sur la santé connectée, évidemment. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc, c'est pour ça, peut-être que j'ai été la plus très énervée. Et oui, et puis en plus, t'as une petite Apple Watch. J'ai ma petite Apple Watch et tout. Et ça m'a vraiment agacée parce que il fait un peu le mec surpris, étonné, qui comprend rien. Et comme il comprend rien, il faut qu'il crée une sorte de surcouche philosophique, et donc il va passer à cette surcouche philosophique qui est cette théorie à 4 corps. Et la théorie à 4 corps, c'est alors déjà il dit qu'il y a un premier corps, c'est le corps qui dit j'ai la patate aujourd'hui, j'ai mal dormi, je suis crevé, je me sens lourd, j'ai chaud, je dois avoir de la fièvre. Il fait corps avec notre esprit, et ensuite il considère que la technologie nous a un peu éloignés de notre corps. Le premier corps est organique, il est animal et viscéral, en fusion perçue. Le deuxième corps, je le voyais monitoré et techno, une seconde couche virtuelle, tandis qu'il n'est en fait qu'un corps de raccordement, de reliaison, un raccord, une tentative de solution que l'homo numericus se donne à lui-même. Le troisième, désaffecté, je l'ai appelé le décor, et c'est en fait lui, le deuxième corps. Vous me suivez? Alors, moi, je le suis pas du tout. Voilà. Peut-être que nos éditeurs cisent. Le troisième est le raccord. J'ai fini ma gourde, je repars. Corps, décor, raccord, ça roule, c'est raccord. Et donc, il y a après un dernier corps qui arrive. Déjà, moi, le truc de base avec lequel je suis pas d'accord, c'est l'idée qu'il y ait une sorte de corps originel où t'as de la fièvre, tu sais ce que t'as. Il se trouve que c'est le cas pour certaines de nos pathologies, mais c'est pas vrai dans l'ensemble. Il y a plein de trucs qui nous arrivent, on n'est pas au courant que ça nous arrive. Et c'est pour ça que la santé préventive existe, c'est que justement, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant qui sont en train de se passer dans notre corps, qui marchent parfois bien et qui marchent parfois mal. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des infarctus et qui utilisent cette montre juste pour être sûr de pas refaire un infarctus. Et donc, quand ils en font un infarctus, la montre réagit et ils vont à l'hôpital. Même chose, on a un besoin, la technologie répond. Arnaud, la personne qui l'interviewe, c'est un poseur. Enfin, je sais pas comment le décrire autrement, mais Arnaud, à aucun moment dans le texte, explique qu'il a besoin de cette technologie. Il n'a pas besoin de monitorer son glucose, il n'est pas diabétique, par exemple. Il n'a pas tous ses besoins, mais il le fait. Et il le fait pourquoi? Parce que il est à l'innovation d'une grande banque. Et donc, il doit un peu montrer à ses supérieurs hiérarchiques, à ses collègues, que c'est un mec stylé, quoi, qu'il est au courant, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, je pense que le vrai problème de cette chronique-là, c'est qu'il affirme énormément de choses sans du tout avoir fait le travail de recherche nécessaire. Enfin, ni d'un point de vue. Et le truc, c'est que du coup, il fait, tu vois, ce travail de recherche, d'interroger les personnes sur pourquoi est-ce qu'elles l'utilisent, en quoi est-ce que ça les aide, est-ce que c'est juste une question de performance, comme lui il affirme, ou est-ce que ça rassure des angoisses. Le problème, c'est que là, c'est quelque chose un peu symptomatique de son livre, c'est-à-dire qu'il affirme des thèses qui ont
qui en plus ont une apparence hyper fumeuse parce que du coup qui reposent sur des jeux de mots ou c'est un peu affligeant et sans aucune recherche, alors qu'il prétend dire quelque chose de la réalité technologique de la vie des gens. Il fait même pas une recherche intérieure et introspective, c'est-à-dire qu'il pourrait même réfléchir à son propre corps, tu vois, que ça coûte rien, il est pas obligé de prendre des rendez-vous avec, genre, je sais pas, un médecin, tu vois. Il aurait pu prendre rendez-vous et rencontrer un médecin sur la médecine préventive et comment la santé connectée peut aider à la prévention de certaines maladies. Mais il le fait pas, mais il fait même pas le truc un peu qui coûte rien, qui est que de se dire moi mon corps, comment je le ressens, j'ai été malade, j'ai pas été malade, est-ce que j'ai des maladies qui auraient pu être décalées ou atténuées si j'avais fait de la prévention, etc. Et vis-à-vis d'Arnaud, ça c'est un truc qu'on reviendra, mais c'est pas un très bon intervieweur, Damasio. On a l'impression qu'il est pas capable de vraiment poser les bonnes questions, parce qu'une question qu'on pourrait poser à ce pauvre Arnaud que je viens de traiter de poseur au moins 3 fois, c'est est-ce qu'il a été malade, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a été malade, parce que par exemple un truc tout bête, mais souvent quand quelqu'un autour de toi a une pathologie évitable, tu te dis moi je vais essayer de l'éviter aussi. Enfin je demande pas à Damasio de faire la psychanalyse du pauvre monsieur, tu vois, mais je trouve que il aurait dû creuser un peu plus et il l'a pas fait. C'est important de penser genre un rapport au corps et comment parfois la technologie nous permet de mieux comprendre et peut-être de mieux s'approprier son corps / une technologie qui nous aliénerait et qui nous empêcherait totalement de penser notre corps. Et après, on peut pas dire qu'il y ait pas d'image. Il y a quand même une très très belle image. Pisser connecté, comment dire? C'est donner ton caca au big data pour préparer la big cata. La tienne et la nôtre, la biopolitique pour les nuls. Covid soit qui mal y pense. Covid soit qui mal y pense. On reviendra sur cette histoire de Covid. Le problème, je pense qu'on va parler beaucoup ici, mais je pense pendant que tu parles, c'est le fait qu'en fait, il utilise les mots, enfin là où en fait, il surinterprète, mais en fait, il utilise pas vraiment les mots pour essayer de décrire une pensée ou genre de préciser sa pensée, mais c'est plutôt qu'en fait, il part des mots qu'il trouve. Là, par exemple, le décor. Et d'une simple proximité phonétique entre des mots pour en tirer des théories. Et là, par exemple, il joue vachement avec les mots, mais en fait, ça crée le flou qui lui est hyper préjudiciable. Mais il dit, on rentre dans le décor parce que on va envisager ce troisième corps dont il parle comme un décor. Donc, il crée juste une sorte de flou. Parfait, séduisant, mais en fait, complètement artistique, quoi. Ouais, complètement. C'est peut-être ça son art de vivre avec les technologies. Peut-être qu'on devrait passer à la prochaine chronique. Ouais. La prochaine chronique, c'est Trouvert, portrait du programmeur en artiste. En fait, il rencontre un programmeur, un développeur. Ils boivent quelques bières ensemble et il le trouve trop cool. C'est vraiment genre son meilleur ami. Grégory Renard is the best. Ah ouais, franchement, je sais pas si c'est la bière ou si c'est lui, mais en tout cas, il a passé un bon moment. Ma petite théorie, c'est qu'il a écrit la chronique un peu ivre, parce que on a la soirée continue, j'ai bu, le vin rouge gonfle dans mes veines, mon cerveau est une chaudière et j'absorbe le fioul. J'écoute et je relance, je coule mon enthousiasme dans la parole fluide de cet homme qui passe l'essentiel de ses journées au corps à corps, le corps, avec des artefacts qu'il rend intelligent, l'IA. Et là, on a en fait un peu une idée principale chez Damasio qui est que la technologie, c'est pas bien, mais les gens qui créent la technologie, c'est trop des gros coolos. Dont ce monsieur. Et donc l'idée, c'est qu'il faudrait avoir un rapport d'artiste ou d'artisan à la technologie. Et il faudrait en fait coder. Enfin, coder, c'est la porte de sortie à l'aliénation de la technologie. Parce que c'est un peu vraiment ce qui ressort de ma lecture en tout cas. Et donc, moi, ça m'a un peu montré à quel point Damasio, il a quand même un lectorat en tête. Pour moi, le lectorat de Damasio, c'est le développeur. Et donc, il critique la technologie et après il dit non mais toi t'es plus malin parce que tu l'as créé la technologie donc c'est bon, enfin toi t'es sauvé. Et donc il y a un peu une sorte d'élitisme en fait tout simplement avec cette chronique là qui finit avec une ode à l'IA. Alors là qui m'a beaucoup étonnée parce qu'il est vraiment très très critique de enfin tu vois pour moi l'IA c'est quand même beaucoup plus critiquable que les voitures connectées. Enfin dans ma tête peut-être parce que j'ai pas mon permis mais il se trouve que il y a de l'IA dans les voitures autonomes. C'est vrai, non mais de l'IA générative conversationnelle. Et ce qui est marrant, c'est que l'IA conversationnelle, enfin ChatGPT, c'est vraiment son concurrent direct à Damasio. Parce que moi, je suis sûre que je te fous ça dans ChatGPT, je peux t'en sortir. C'est très étonnant que le seul moment où il est vraiment
en compétition avec de la technologie. Et ben là, il est là, genre, c'est trop bien. Après, je te rejoins totalement. En fait, il y a un énorme switch dans cette chronique-là. Et c'est à ce moment-là qu'il passe. On a les premières chroniques qui sont quand même, à part Apple, où il est un peu fasciné par les lignes courbes des téléphones Apple. Et donc, on a toutes ces chroniques où il critique de manière assez véhémente. Enfin, en tout cas, il dresse un portrait genre hyper sombre de ce que font les technologies dans notre rapport au monde, à notre corps, à nous-mêmes, aux autres, etc. Et là, dans cette chronique-là, on a l'impression qu'il rencontre Grégory. Il passe un super moment. Ils passent un super moment ensemble. Et là, bam, la technologie, c'est génial. Et il nous dit, Grégory incarne ce qu'il y a de meilleur dans l'amour de la technologie, dans ce qu'elle peut nous apporter en tant qu'espèce, et plus largement en tant qu'être vivant, conscient d'exister sur une Terre qui doit rester habitable pour tous, humains ou non. Sa vision m'oblige à poser à nouveau frais cette question simple, qu'est-ce que c'est une technologie positive? Et on a l'impression que c'est à partir de ce moment-là qui du coup s'interroge sur ce qu'il va appeler ensuite la technocritique. Enfin, du coup, là, on a l'impression qu'il tombe à l'inverse dans une sorte de technophilie totale qui est calquée sur la fascination de la Silicon Valley pour le pouvoir de la technologie. Et mais comme quoi, le pouvoir de cette technologie ancestrale qui est la bière. et le vin rouge qui déchauffe les veines et déchauffe le cerveau. Il est vite fasciné de manière hyper naïve par cette nouvelle technologie. Le miracle, donc on parle de miracle en plus, on a l'impression qu'on est obscurantisme total. S'il y en a un, c'est que ces créations sont devenues des créatures. Il faut penser du coup plus le rapport homme-machine comme un rapport dominé-dominant, mais comme un rapport d'hybridation. On doit, je cite, imaginer le futur que ça nous offrira. Toujours dans cette fascination, il parle du coup du métier de développeur comme un art, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais du coup comme si c'était quelque chose de complètement déconnecté. Et puis pour te couper, t'inquiète. Non, et ce qui est marrant, c'est que ça donne cette impression que les programmeurs, enfin les développeurs, sont des personnalités positives parce que finalement ils sont comme lui, comme Alain Damasio, c'est-à-dire des artistes. Donc finalement, la personne qui gagne sa sympathie, c'est quelqu'un qui est un peu comme lui, et je trouve que c'est un peu genre égocentrique. Mais bon. Et ensuite, la dernière, c'est pouvoir ou puissance. C'est un peu une sorte de cours de philo sur la technique, très 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 inspiré d'Heidegger, mais aussi de Spinoza. Je l'ai découvert en parlant avec Sarah, qui a plus de références philosophiques que moi. Et ça devient un peu une préface à son œuvre qui suit, enfin à la nouvelle, c'est-à-dire qu'il donne un but politique à la science-fiction, qui est en fait le fait de faire la critique des nouvelles technologies, un peu comme une sorte de garde-fou, quoi, un peu pour nous prévenir de ce qu'on pourrait en faire de mauvais. La science-fiction, c'est important parce que ça permet, par exemple avec Matrix, notre immersion dans le réel simulé, dont nous ne parvenons non plus à nous arracher. Blade Runner, notre trouble à circonscrire la spécificité de l'humain face à ces répliques sentientes. Je suis pas totalement contre cette idée-là, mais un truc qui m'a beaucoup marqué récemment, c'est à quel point les hommes puissants de la Silicon Valley, Elon Musk pour pas le citer, mais aussi d'autres, lisent beaucoup de science-fiction. C'est peut-être des gens qui lisent que ça quasiment. Et malgré tout, ces mecs font quand même les décisions qu'ils prennent, et parfois ils le font en connaissance de cause. Il y a vraiment et même en s'inspirant. Ouais, en s'inspirant. Par exemple, il y a cette start-up il y a longtemps qui s'appelait Soylent, qui était très inspirée de Soylent Green, qui est un roman d'anticipation assez glauque, où on se nourrit à base de poudre, et donc Soylent Green, c'est de la poudre humaine. Et donc ils ont quand même appelé leur marque Soylent, tu vois, alors que c'est un roman d'anticipation qui justement anticipe le fait qu'on n'aura plus assez à manger sur Terre. Enfin, c'est marrant parce que tous ces gens-là lisent de la science-fiction, et pourtant, c'est un peu l'effet inverse, ou à l'inverse. Mais au contraire, je crois qu'ils s'en inspirent assez largement aussi pour anticiper, anticiper certaines évolutions, penser à certaines nouvelles technologies. Enfin, alors il y a le côté on alerte effectivement, mais après lui, ce qui prône aussi dans cette dernière chronique, c'est le pouvoir de la science-fiction de créer un nouvel imaginaire politique. Ce qui dit vouloir faire, c'est battre le capitalisme sur le terrain du désir, et donc par désir, il entend créer de nouveaux, de manière positive, le concept qu'il intitule dans cette partie le biopunk. Et donc il essaye là de repenser, et donc c'est là où il se veut innovant pour penser à un nouveau rapport à la technologie qui allierait en plus aux problématiques contemporaines de l'écologie, etc. J'entends par là un type d'histoire qui envisagerait nos liens intensifiés au vivant, animal ou végétal, bactérien ou fongique, comme une réouverture magnifique au monde, au moment même où le cyberpunk a trahi sa réponse de libération en hypertrophiant notre dépendance aux plateformes. Il poursuit assez longuement
moment une alliance renouvelée avec la forêt, l'océan, les champignons qu'on va cueillir et la rivière où on se baigne, avec les chamois qu'on surprend en passant la crête et l'empire inouï des petites pousses quand on en prend soin. Mais en fait, il essaye de créer une nouvelle promesse qui serait autre chose que les promesses de la science-fiction habituellement qui était celle du cyberpunk, qui lui considère être, je le cite, mais une promesse exaltante qui permettrait, je pense, de sortir de ce qu'il identifie comme un antagonisme stérile entre ce qu'on dit la technophobie et la technophilie. Mais après, je te rejoins totalement sur le fait que c'est un échec. Ça veut dire que pour moi, cette dernière partie, c'est un peu un moment, en plus, où j'ai l'impression que c'est une chronique rattrapage où il écrit après, quand il est revenu des États-Unis, il essaye un peu de recoller les morceaux en disant, bon, il faut pas être technophobe. En même temps, il cite quelques arguments pour lesquels il faut maintenir une critique, des arguments de bon sens et tout à fait entendus. Ensuite, il dit du coup, il nous faut une nouvelle piste, donc je vous propose ce nouveau concept, le biopunk. Petite description. Ensuite, je vous dis, il faut éduquer nos enfants et nous éduquer nous-mêmes parce que en fait, on n'a jamais appris à vivre avec les technologies. Et ensuite, il nous fait une sorte de petite liste de courses de trucs qu'on devrait questionner. Et en plus, de manière hyper flou. Il faut interroger l'effacement du monde extérieur, interroger l'interaction, interroger l'oubli du corps. Il propose un programme de biopunk, et donc dans la nouvelle à la fin, c'est l'histoire d'une famille qui est enfermée dans un appartement alors qu'il y a un immense orage, une sorte d'ouragan, et cet ouragan en fait une sorte d'ouragan bizarre, on comprend pas très bien ce que c'est, et à la fin les deux parents meurent mais sont sauvés par une sorte d'intelligence artificielle. Ils deviennent une intelligence artificielle auprès de leur fille qui en fait n'est pas humaine mais est une sorte de robot parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et donc au lieu d'avoir un enfant ils ont une sorte de robot, mais il y a du ressentiment de la part de la mère vis-à-vis de cet enfant. C'est très rapide comme résumé, et c'est en fait finalement une sorte d'histoire assez apocalyptique où voilà, tout s'effondre, la technologie s'effondre, cette famille s'effondre, et à la fin tout le monde meurt, mais tout ce qui reste, c'est la technologie et la nature, mais finalement, les humains, eux, n'ont pas survécu. Moi, je vois pas ça comme une alternative super au capitalisme. En fait, moi, j'aimerais rester en ville, en fait. Parce que, bon. Et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que l'une des raisons pour laquelle la famille meurt, les parents meurent, c'est l'incompétence crasse du héros, en fait, Noam, qui a oublié de préparer... Parce qu'ils savent qu'il y a un ouragan qui arrive, mais bon, il a oublié d'acheter des bouteilles d'eau, il a oublié d'acheter à manger, et donc il se retrouve enfermé. Et en plus, il y a tout un système d'intelligence artificielle dans la maison qui fait que voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est plus une nouvelle sur l'incompétence des hommes que sur les mauvaises technologies. Et on sent un fantasme très profond, je trouve, chez Damasio, qui est, il est allé aux États-Unis, il est allé à San Francisco, il a trouvé ça horrible, et il rentre chez lui et se dit, imagine, il y aurait un énorme ouragan qui détruirait tout ça. Et pour moi, c'est pas un projet politique super, quoi. Et donc, on arrive à une forme de grosse perplexité, toi et moi. Ouais. En fait, non, le truc, c'est que je pense que j'aimerais revenir sur la fascination qu'il exerce. À quel point, moi, ça m'a surprise, la fascination qu'il exerçait dans les médias. Parce que du coup, j'ai vraiment fait une petite revue de presse pour voir quelle avait été la réception de son livre. Parce que nous, on était assez d'accord, entre moi et les personnes autour de moi qui ont lu le livre. Et toi Non, mais c'est-à-dire que j'en avais pas mal discuté avec des gens qui étaient tout à fait d'accord avec nous, et de voir en fait la fascination qu'il avait exercée dans les médias. Alors au début, je me disais peut-être que c'est le fait qu'il ait déjà beaucoup de place dans le monde de la critique de la technologie, ou dans le monde sur la scène simplement littéraire française. Et comme je le disais, je l'ai croisé par hasard dans les livres que je lisais assez régulièrement. Je l'ai lu, il a fait la postface d'un livre de Baptiste Morisot en matière d'écologie. Je lui lisais un livre sur la Z, et il avait écrit une nouvelle dedans. Donc je me disais bon, peut-être que c'est ça qui explique qu'on donne beaucoup de valeur à sa parole ou à son discours. En même temps, après, je voyais une fascination vraiment active. Il y a cet article dans Mediapart, cette interview dans Mediapart, où il y a vraiment une reconnaissance réelle de ce qui serait le talent de Damasio, où il dit la façon dont l'écrivain arrive par ses formulations à décrire à nouveau des éléments qui nous paraîtraient intuitifs ou déjà connus, mais dont on redécouvre sous sa plume le caractère vertigineux. Et je pense que c'est effectivement un peu là où ça se situe, c'est qu'en fait, il a quand même une écriture qui est assez séduisante, du coup, dans la manière dont il a de présenter des choses qui nous sont complètement communes à tous et toutes, avec une
esthétisation très récurrente du rapport à la technologie. Son entreprise même de vouloir battre le capitalisme sur le terrain du désir, c'est séduisant en soi. Enfin, faut pas se mentir. L'idée que on est tous complètement dépendants de nos technologies. Du coup, c'est dire qu'en fait, on n'a pas besoin de lutter en bloc contre la présence des technologies pour s'émanciper, mais qu'en fait, on peut faire exister un art de vivre avec les technologies, c'est une idée séduisante. Et ensuite, il y a même quelque chose de séduisant en tant que tel dans les termes qu'il utilise. Enfin, il se place comme ce qu'il appelle être un mythopoète, ou alors, non, il fait faire de la mythopoïésis. Lui, il se dit être un technopoète. Ouais, moi je mets le blâme sur Lacan. Je pense qu'on assiste à une lacanisation du langage. Et oui, moi aussi je peux faire des néologismes. Pourquoi je fais référence à Lacan, c'est que et puis c'est pas que Lacan, c'est Heidegger, c'est Deleuze, il est très inspiré par tous ces gens-là, mais surtout par une prose. Enfin, donc Deleuze dit souvent que la philosophie c'est l'art de créer des concepts, et là c'est vraiment au sens propre du terme. Il va créer des concepts, c'est-à-dire des mots. Et donc, il va créer des petits mots chelous. Et donc, on a l'impression qu'il fait un truc intelligent parce que comme il crée des mots chelous à base de grec, et ben forcément, ça doit sûrement être intelligent tout ça. La big cata. Oh, la big cata, c'était pas si intelligent que ça. Non, et c'est marrant parce que il fait pas que ça. D'un côté, il y a un usage du grec, des néologismes, il va créer des nouveaux mots, alors qu'il n'y a pas souvent une très grande justification derrière chaque création de mots. Mais en même temps, il va faire des grosses références à une culture geek qui m'a fait vraiment penser à mon adolescence, donc super. Genre Le Seigneur des Anneaux, les références au gaming, des mots comme No Life ou OSEF. Donc No Life, c'est les gens qui ont pas de vie et qui restent tout le temps sur leur ordi, ou OSEF, on s'en fout. Tout ça, c'est un peu des petites clins d'œil faits pour que les geeks, enfin les geeks au sens très large du terme, ils vont se sentir valorisés et représentés parce qu'ils se disent waouh, ce mec qui est super connu, cet auteur culte, il a les mêmes références que moi. Donc d'un côté, il utilise un langage ultra lourd, universitaire, bizarre, à base de concepts, ultra lacanien, ultra deleuzien, et de l'autre côté, il va dire OSEF, et là, moi je trouve qu'il y a un côté extrêmement démago derrière tout ça. Et en plus de ça, il y a le goût de la petite blague, qui est souvent très nul, voire totalement vulgaire. Et c'est un reproche qu'on pourrait faire à Lacan d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a un jeu de mots marrant à faire, hein, ou un jeu de mots un peu bien trouvé, qu'il y a un sens profond derrière le jeu de mots. C'est juste dire que ça sonne marrant en fait, enfin, pas plus. Mais dès que t'essayes un peu, en fait, je pense que nous, on a eu cette entreprise de résumer les thèses de Damasio, et on n'y est pas arrivé tant bien que ça. Enfin, on a vraiment galéré. Puis dès qu'on en trouve une, elle est finalement assez faible. C'est ça, et parfois il se contredit énormément, donc c'est, voilà. Et il fait référence à des trucs où moi j'ai eu du mal, tu vois. Et pourtant, je pense que je suis pas non plus la dernière des imbéciles, et pourtant parfois il fait des références à Hegel comme ça, à Hegel un peu en passant, ou à Nietzsche, ou à Heidegger, et j'étais vraiment genre, waouh, c'est des trucs que j'avais pas lu depuis 10 ans. Est-ce que tu peux peut-être, genre, je sais pas, faire preuve un tout petit peu de pédagogie? Mais alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est du coup pour l'avoir écouté dans Bookmakers, il dit il dit dans Bookmakers que lui, il est extrêmement peu de fiction et qu'il s'est nourri en fait exclusivement de textes philosophiques, de Deleuze, de Foucault, etc. Bah, ça se sent. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait la restitution Pour moi, c'est mais elle dessert la vraiment régurgitation, quoi. elle dessert vraiment son propos parce que je trouve qu'il les mobilise assez mal à des endroits où pas du tout de manière pédagogique. Donc si on connaît pas, on comprend pas. Si on connaît, on s'interroge un peu sur OK, pourquoi ce concept à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il en tire. On ne sait pas à quoi, enfin on comprend pas du tout à quoi ça sert de les invoquer aux endroits où il le fait. Et en plus, et du coup ça donne aussi une sensation généralisée de très grande nonchalance, quoi. Tiens, je te mets un petit mot à droite, je te mets un petit Spinoza à gauche, un petit Deleuze par-ci, et ça devient vraiment irritant. J'ai trouvé ça assez snob au fond d'avoir comme ça ces références hyper intello avec une vulgarité en plus omniprésente. Une dernière chose que je voulais dire, c'est mais je pense que juste pour rebondir là-dessus, je pense que ça rejoint aussi vachement l'indétermination de l'objet que c'est dans son ensemble. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ce que tu voulais dire aussi. Ouais. Ah, OK. Je pense que ça rejoint complètement parce qu'en fait vu il a appelé ça des chroniques littéraires, mais concrètement, je pense que c'est parce que c'est un objet qui a pas trop de forme. Comme on l'a vu, c'est des chroniques qui partent, enfin qui prennent
prennent du coup, qui ont à chaque fois pour objet un thème sur lequel après ils dissertent un peu. Mais en fait, ils sont pas vraiment des essais à proprement parler parce qu'il n'y a pas de thèse. Enfin, il y a des thèses, mais qui sont un peu dispersées. Il n'y a pas de thèse un peu structurante dans chaque passage qui le pousserait en fait à justifier la mobilisation de certaines références, à justifier la création ou non de certains concepts et pas de le faire un peu en passant. Le fait qu'il appelle ça chronique littéraire, du coup, ça lui permet à lui justement cette mythopoïèse où il peut créer les mots qu'il veut, les utiliser comme il veut sans que ça ait de pertinence ou d'utilité, et de mobiliser aussi par moment la fiction sans que ce soit un texte entièrement fictif. On peut accepter que c'est une sorte de longue errance et qu'on entre un peu dans son flux de pensée informe, mais c'est juste pas très intéressant, quoi. Mais en plus de ça, quand je l'ai lu, j'étais vraiment très énervée et après je me suis un peu reprise en disant mais tu peux pas t'attendre de la part de Damasio de faire un travail journalistique. En fait, moi l'idée que j'ai eue, c'est que c'est cette impression très forte que comme le monde littéraire et philosophique se rechigne à parler de technologie, les rares qui le font, et ben en fait ils ont un peu l'avantage du premier entrant, et donc en fait Damasio il a eu l'avantage du premier entrant, ça a été l'un des premiers à parler de la société du contrôle technologique, et donc bim, il se retrouve à faire le tour des popotes. Et en plus de ça, je trouve que c'est un peu la pire personne pour parler de technologie, parce que c'est quelqu'un qui est très influençable, très émerveillé, un peu ravi de la crèche, dans les deux sens, hein, dans un sens négatif ou positif, mais il se laisse un peu porter par la vague, de manière très lyrique, très enthousiaste, donc ça nous plaît, on aime bien. Enfin, en fait, c'est marrant, mais paradoxalement, il n'a pas un rapport très critique à sa propre pensée, et il est très passif vis-à-vis de ce qu'il a vécu. Paradoxalement, c'est marrant, parce que c'est pas vraiment ce qui ressort en première lecture, mais tu sais, il dit, ouais, je suis pas technophobe, je suis pas technophile, mais technocritique. Moi, j'ai l'impression que selon avec qui il parle, il est technophobe ou technophile, en fait. Oui, et puis là, on le voit dans ses chroniques. Enfin, je trouve que la chronique vraiment où il rencontre Grégory Renard, elle est très frappante parce qu'il change complètement de ton. Alors, je sais pas si c'est juste parce qu'il est bourré, mais on apprécie son lyrisme et son enthousiasme et c'est pas des descriptions qui sont désagréables à lire. En plus, on a l'impression d'avoir accès à l'expérience que lui-même a faite. Donc tout ça, c'est vraiment pas désagréable. Après, c'est un peu, c'est trop frappant de voir la vulnérabilité que ça crée à l'égard des technologies qui nécessitent, comme il le dit lui-même, d'être hyper éduqué, affûté, etc. Ouais, paradoxalement, il est lui-même très vulnérable, en fait. Bah c'est oui, peut-être une bonne chose qu'il n'ait pas de smartphone. Mais non, mais il finit cette chronique et après je rebondis sur le smartphone, c'est important. Mais il finit la chronique dont on parlait là par tout est animé. C'est très dangereux, enfin, de dire ça aujourd'hui avec l'arrivée des IA génératives qui justement tendraient à confondre, tu vois, la manière dont on se rapporte aux technologies comme à des êtres humains, etc. Dire tout est animé, c'est non, justement, il faut non, faire une distinction et oui, il faut quand même la faire malgré. Mais pour rebondir sur le smartphone, oui, quelqu'un qui te parle des nouvelles technologies alors qu'il n'a pas de smartphone et qu'il est joignable apparemment que par mail ou via le téléphone de sa meuf ou le téléphone de sa femme pour valider ses virements. Effectivement, je pense que c'est problématique et c'est ce qui peut expliquer du coup ce mélange de fascination et cette impression qu'il critique un peu conservatrice. L'eau chaude, tu vois. Il est là genre waouh, Apple c'est comme une religion, et je suis là genre non mais ça fait 15 ans qu'on le dit, et à un moment il faut passer à autre chose en fait. Et puis il enfonce des portes ouvertes, ou alors il dit des lieux communs. Il a une obsession sur le porno qui est très marrante, parce que le porno c'est pas bien. Ah bah oui, le porno c'est pas bien. Ah bah non. Oh là là, le porno c'est pas bien. Ah bon? Et un truc qui moi m'agace énormément, c'est genre il enlève la raison derrière certains faits de société, il omet totalement les causes, et puis ensuite il tourne en dérision les faits décrits, puisque il y a pas de cause, donc ça a l'air absurde, et ensuite il imagine les conséquences en mode pente glissante. Donc par exemple pour la santé, t'as oh là là, on va regarder le gène humain, mais parce qu'en fait en regardant le gène humain, on va pouvoir accompagner des gens qui ont des pathologies graves. Et comme on dit pas cette cause-là, la pente glissante, c'est waouh, les assurances, elles vont augmenter. Tu vois, et t'es là, genre, oui, si, certes, c'est une conséquence probable et sûrement qui existe encore déjà aux États-Unis. C'est une manière, c'est une rhétorique qui est pénible pour moi, parce que j'aime bien savoir les causes derrière des faits de société, comme à peu près tout le monde, en fait. Quand même le dire, c'est que il y a un peu une description, avec des sous-entendus légèrement complotistes sur la pandémie du Covid. Enfin, je sais pas si toi tu l'as senti aussi, mais moi j'ai cette impression qu'ils pensent que la pandémie du Covid, on l'a un peu tourné, on a utilisé le Covid pour contrôler la société, et à nouveau, comme ils donnent pas la cause, qui est que c'est une pandémie, que on essaye d'éviter les contaminations, donc on va créer des frontières pour éviter que les gens se
contamine et meurt, et tout d'un coup, t'as un système ultra complotiste du type le grand pouvoir mondial m'empêche de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Ah, c'est du tesson, ça aussi. Et ça, voilà. Le Covid m'empêche d'aller faire mon voyage en montagne. Et non, parce que j'y vais quand même. Donc, on en arrive à la conclusion de cet épisode, qui est que Damasio, c'est un peu du Sylvain Tesson de gauche. Et je sais que ça va faire plaisir à personne d'entendre ça, les fans de Sylvain Tesson et les fans d'Alain Damasio. Mais il se trouve que ce côté aphorisme, référence constante, en mode je suis super intelligent, j'ai lu des livres, évidemment des références creuses, on va pas les creuser plus que ça. Le côté un peu conservateur, bizarrement conservateur. Alors c'est pas bizarre chez Sylvain Tesson d'être conservateur, mais c'est quand même plus bizarre chez Damasio. Le côté je vis tout seul, je déteste la technologie, je veux pas avoir de téléphone, ce genre de choses. Oh, on m'empêche de voyager, ouin. Il y a quand même énormément de points communs entre Damasio et Sylvain Tesson, et la grande différence, je sais même pas quelle différence je trouve vraiment. Il est quand même un peu plus enthousiaste. Il est plus enthousiaste, ouais. Et il est plus sympa avec les gens. Ouais, je pense qu'il a l'air d'être un peu plus gentil. Ça a l'air d'être quelqu'un de plus gentil quand même. Au moins Sylvain Tesson, je savais à quoi m'attendre. Là, j'ai été un peu choquée quand même. Genre, les passages où bon, allez, j'en parle parce que c'est quand même un peu dingue, mais un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que il est très antiraciste, mais parfois il dit des trucs et c'est un peu choquant quand même. Par exemple, il parle de la tech. Elle les opère en outre à partir d'une vision du monde qui demeure pour une écrasante majorité, celle de mâles pour 80% à crâne neuf. Donc je suis là genre, c'est bien, le mec dit que la technologie c'est un truc un peu masculin, voilà. Mais il dit, donc pour 80% à crâne neuf, j'entends asiatique ou européen, jaune et blanc. À plus de 90%, tandis que latinos et afro-américains sont cantonnés au rôle de vigile, de concierge ou d'agent d'entretien. Déjà, l'utilisation du mot jaune, border. Ouais, très border, ouais. Et ensuite, en plus de ça, le côté où les personnes de minorité, les personnes asiatiques, c'est pour moi des minorités qu'on dit modèles, mais ça veut pas dire que ça l'est vraiment. C'est-à-dire que mettre les blancs et les personnes asiatiques dans le même 80%, c'est même chose à ces borders, parce que ça serait ne pas penser le racisme que peuvent subir les personnes asiatiques aux États-Unis, et elles existent, ces actes racistes. Donc bref, il y a des moments où c'est choquant parce que tu t'attends à tu t'attends pas à ça, parce qu'en plus de ça, il dit explicitement des trucs genre c'est pas bien le racisme, et ensuite il te sort des trucs genre mais il le fait à deux reprises, et j'ai l'impression que là par exemple, je retrouve le passage où il avait redit jaune, c'était dans la première chronique où il dit la deuxième sur les voitures autonomes, où du coup il craint le fait que justement on n'ait plus accès à l'altérité que nous permettait de rencontrer des chauffeurs de taxi. Du coup, vous n'aurez plus à interagir avec des migrants, des faces jaunes ou basanées, seulement des interfaces. Est-ce qu'il le fait ironiquement du style vous sales racistes, vous pensez que ils ont des faces jaunes et basanées, mais ou alors pour critiquer ou alors pour critiquer le fait que si on n'a plus d'interaction, on va du coup mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout clair, on a l'impression au contraire que juste il utilise un vocabulaire complètement obsolète qui était utilisé peut-être avant, mais qui est plus du tout admis. Je sais pas, même mes parents ils disent. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je veux dire qu'il y a un peu des occurrences, des petites surprises, mais comme tu les as pointées, qui sont un peu dérangeantes, qui perturbent la lecture. Ouais, bref, si vous écrivez un livre, si vous nous écoutez et vous écrivez un livre, évitez le terme jaune pour parler de personnes qui viennent de pays d'Asie. Voilà. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça, quoi. Sarah, est-ce que c'est un vrai torchon ou plutôt une surprise? C'est manifestement un vrai torchon, je dirais. Ouais, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on propose à la place? Alors de mon côté, je proposerais deux choses. Peut-être une newsletter que j'aime beaucoup et qui pour le coup est très très renseignée si vous voulez comprendre la technologie et vous éduquer d'ailleurs comme le propose Damasio, qui s'appelle Dans les algorithmes. Et qui est vraiment super, et qui d'ailleurs avait fait une critique de Vallée du Silicium qui nous rejoint totalement. Autre livre toujours se renseigner sur la tech, c'est un livre qui s'appelle La Tech de Olivier Alexandre, et là pour le coup c'est une vraie enquête sociologique d'un sociologue qui va dans la Silicon Valley faire un terrain pendant plusieurs années, et c'est vraiment ça je recommande, c'est vraiment informé, super intéressant, beaucoup d'entretiens qui sont retranscrits tels quels, et donc on a l'impression d'avoir un peu accès à ce qui s'y passe. Voilà. Moi aussi, si vous êtes intéressé par l'histoire de la Silicon Valley, moi j'ai lu en anglais de Adam Fisher, qui est un journaliste de Wired, Valley of Genius, The Uncensored History of Silicon Valley. C'est
que des interviews. C'est vraiment très brut, mais c'est des interviews de gens qui ont fait la Silicon Valley et ça a un côté, oui, en effet, un peu uncensored. Alors bon, c'est pas très technocritique non plus, mais au moins, c'est très brut, on sait de quoi on parle. Ensuite, ce que je conseille de lire à la place de Damasio, c'est finalement lire, disons, 30 pages de Damasio, puisque c'est Amérique de Jean Baudrillard. Je pense qu'il cite au moins une bonne quinzaine de pages de Amérique. En plus, apparemment, son éditrice lui a empêché de... Ouais, de citer plus. Donc, lisez Amérique de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard dit n'importe quoi. Il est en roue libre sur l'autoroute du n'importe quoi, mais c'est trop bien. Il dit beaucoup de choses qui sont très vraies en même temps qu'elles sont très fausses. C'est pas grave. Pour moi, c'est limite de la poésie en prose. Donc c'est assez marrant à lire si vous la lisez comme ça. Et je l'ai lu aux États-Unis et je trouve que c'était une super lecture à faire aux États-Unis parce que après une journée à crapahuter et à me dire waouh, ces Américains avec leur grosse voiture, et ben ça fait plaisir de lire Jean Baudrillard qui dit waouh, ces Américains avec leur grosse voiture. Et ensuite je voulais conseiller encore d'autres choses. Cette histoire de biopunk que a priori, je crois qu'on appelle plutôt solar punk. Ça se retrouve dans un livre que j'ai déjà conseillé dans un autre épisode, mais je le fais quand même parce que c'est mon torchon et je le fais ce que je veux avec mon podcast. C'est Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Ça, c'est vraiment ce que Damasio aurait dû écrire finalement, qui est une alternative anticapitaliste par la science-fiction de qu'est-ce qui se passerait si on avait un rapport apaisé avec les nouvelles technologies. Voilà. Je pense que Becky Chambers a réussi à faire ce que Damasio n'a pas réussi à faire. Et c'est très court, c'est vachement bien. C'est un côté très philosophique en plus, même chose, sans citer Nietzsche, donc c'est très bien. Bref, Becky Chambers ne m'a pas payé pour faire cette pub. Ensuite, Delphine de Vigan avec Les enfants sont rois, c'est une critique des influenceurs sur les réseaux sociaux qui montent leurs gamins. Et je trouve que c'est une bonne exploration de comment faire de la fiction sur un sujet de société lié aux nouvelles technologies sans en faire des caisses. Je trouve que bon, la fin est pas ouf, mais en tout cas, je trouve que c'est bonne manière de faire, même chose dans la même veine que Damasio. Et le dernier, c'est quelqu'un qui fait du gonzo, qui parle de nouvelles technologies, qui va interviewer plein de gens et qui va avoir un rapport critique, mais en même temps plutôt réaliste sur les nouvelles technologies. C'est Judith Duportail avec L'amour sous algorithme. C'est un livre sur Tinder, sur les applis de dating et sur comment ça a changé notre rapport à la technologie. Et je trouve que elle fait exactement ce que j'attendais de Damasio, c'est-à-dire une bonne critique, un côté très journaliste, mais en même temps elle va raconter sa vie, un côté quasiment fictionnel parfois. Même chose, je pense que c'est une bonne alternative sur ce sujet très particulier qui est les applis de dating. Sur ce, je pense qu'on peut conclure. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt!